Je dirais qu'aujourd'hui, le métier de biostat est pas extrêmement impacté par, ChatGPT et l'utilisation est encore, limitée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que le potentiel de l'IA générative est extrêmement important pour la biostatistique. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer sur la chaîne YouTube un spécialiste en biostatistique qui a plus de 10 années d'expérience dans le domaine. Il a notamment travaillé pour AstraZeneca. Il invite sur la chaîne pour qu'il partage en fait son quotidien, son aventure et surtout qu'il donne des conseils précieux à notre communauté data. Bonsoir Guillaume et bienvenue sur le coin Stat. Bonsoir Natacha, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là aujourd'hui. Ah, merci surtout à toi d'avoir accepté mon invitation parce que c'est une thématique que ma communauté a demandé. C'est quoi concrètement le rôle des biostatisticiens? Donc, sans plus tarder, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présentes? Peux-tu te présenter en quelques mots et parler un peu de ton parcours? Avec grand plaisir. Et avant que je commence, je tiens à préciser que ce que je dirai aujourd'hui n'engage que moi et ne représente en aucun cas ni mon employeur actuel, ni mes employeurs passés, ou bien les entreprises que je peux accompagner dans le cadre d'activités de conseil scientifique. Donc ceci étant dit, je m'appelle Guillaume, je suis statisticien de formation. J'ai fait l'NCI et je suis diplômé de l'NCI en 2011. Et j'ai décidé à l'NCI de me spécialiser en filière biostatistique. Et j'ai effectué mon stage de fin d'études à San Francisco, à l'Université de Californie. Et l'objectif de mon stage de fin d'études, c'était de chercher des variants génétiques qui pouvaient être associés à l'autisme. Mon épouse et moi, on est restés 3 ans à San Francisco. Au bout de 3 ans, on avait un petit peu fait le tour de ce qu'on voulait faire. Nos familles sont en France, on voulait du coup se relocaliser en Europe. Et du coup, on quitte les États-Unis en mars 2014. On fait un tour du monde de mars 2014 jusqu'à fin 2014. Et on se relocalise en France fin 2014. Et pour moi, le fait de se relocaliser en France, ça a été à ce moment-là que je fais la bascule entre le public et le privé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est d'amener des médicaments aux patients. Et c'est pour ça que dès le début, en fait, dès le moment où j'ai choisi la filière biostat, c'était dans le but d'amener des médicaments aux patients. Et je fais cette bascule public-privé et je mets un premier pas dans l'industrie en Oui. travaillant en prestation pour une entreprise qui s'appelle Excelia, qui était mon employeur. Et je travaille pour une entreprise, un labo américain qui s'appelle Bristol Myers Squibb. Et je travaille sur des études qu'on appelle des études de vie réelle, donc une fois que le médicament est déjà sur le marché. Et j'étais responsable de la coordination des publications d'un médicament sur le marché pour Bristol Myers Squibb. Et au bout de 9 mois, j'ai l'opportunité de rejoindre les laboratoires Servier en interne. Ouais. Et ce qui me semblait intéressant dans cette opportunité, c'est le fait que c'était un peu la suite logique de ce que j'avais fait à San Francisco. Parce que c'était pour travailler sur ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc des marqueurs biologiques, dans le cadre du développement de médicaments. Et quand on parle de marqueurs biologiques ou de biomarqueurs, ça peut être par exemple une mutation génétique. Et du coup, le but de ce travail, c'était de travailler sur des biomarqueurs dans le cadre du développement clinique, donc toujours avec cette finalité d'amener des médicaments aux patients. Et c'était extrêmement épanouissant. Mm. J'ai travaillé 4 ans au sein des laboratoires Servier et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Enterum. Et d'un point de vue scientifique, ça me semblait passionnant parce que cette entreprise de biotechnologie fait du développement de médicaments en se basant sur la flore intestinale. Et d'un point de vue data, à partir du moment où on parle de microbiote, à partir du moment où on parle de flore intestinale, Ouais. on parle d'une explosion de données. Donc voilà, quand on est statisticien, forcément, ça nous épanouit. Exactement. Dès qu'elle a donné, bah, on pense à... On en reparlera, c'est sûr, mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce point. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y avait aussi l'aspect biotech, Mhm. dans le sens où aujourd'hui, quand on parle d'innovation, d'un point de vue médicament,
À mon sens, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le public et du coup, j'avais couvert ce pilier en quelque sorte en travaillant à UCSF à San Francisco. Le deuxième pilier, c'est l'industrie pharmaceutique et du coup, j'étais en train de couvrir ce pilier en travaillant au sein des laboratoires Servier. Et le troisième pilier, à mon sens, ce sont les entreprises de biotechnologie, donc des entreprises de taille plus petite et qui sont aussi source d'innovation. Donc j'avais un peu ce troisième pilier qui me trottait dans la tête. Donc il y avait non seulement l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect métier et l'aspect innovation au sens large. Et effectivement, c'est confirmé parce que quand on travaille dans une biotech, à l'époque, Enterome comptait à peu près 100 collaborateurs. Forcément, on déjeune avec le CEO, on déjeune avec le CSO. D'un point de vue finalité, on touche la finalité directement du doigt. En fait, il y a finalement plus d'impact, en fait. Tu vois rapidement ton impact lorsque tu travailles pour des groupes qui sont un peu plus petits par rapport aux grosses, entreprises, comme Alors, AstraZeneca d'ailleurs, alors oui. effectivement, les impacts sont un peu différents. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mmh. Ce qui est intéressant dans les plus petites structures, et on y reviendra par la suite, c'est que bah, du coup, on a une fiche de poste donnée, mais je dirais qu'on est un petit peu couteau suisse quand on est dans une petite structure, dans le sens où on peut être amené à faire plein de choses différentes. Mmh. Et par exemple, chez Interhome, j'étais représentant RGPD de mon département, chose que j'aurais pas forcément faite dans un grand groupe. Après, l'avantage d'un grand groupe, c'est qu'on a accès à davantage de ressources, on a accès à, quand on veut discuter d'une méthodologie donnée, on a Mmh. accès potentiellement à davantage d'experts que quand on est dans une plus petite structure. Ouais. En fait, je et moi également, j'ai fait principalement des grands groupes et moi, ce que j'observe, c'est souvent assez structuré, cadré, il y a des process internes qui sont déjà définis et j'imagine que toi, dans le petit groupe, comme tu as accès à plusieurs choses en parallèle, bah, du coup, tu explores, davantage d'opportunités. C'est une autre vision, en fait. Complètement, complètement. C'est vraiment deux écosystèmes complètement différents et je pense qu'ils se complètent complètement. Et, Mmh. et c'est intéressant, je trouve, et c'est enrichissant d'avoir pu travailler dans ces deux types d'écosystèmes. C'est très, très... Complètement. OK. Bah, du coup, dans ton parcours, j'ai vu, tu étais toujours attiré par l'aspect développement de médicaments, tu as parlé de biotech, je suis pas du domaine. Je suis curieuse de savoir, en fait, est-ce que tu peux décrire les différentes étapes de développement d'un médicament, justement, et quels sont leurs objectifs? Et de façon générale? Complètement. Du coup, juste avant de répondre à ta question, je Ouais, vais finir sur mon la parcours. présentation, OK. Et Ouais. donc, je travaille pour Enterome. Je rejoins Enterome en juin 2019. Mmh. C'était extrêmement enrichissant scientifiquement, une très belle expérience. Et j'étais un petit peu à un tournant professionnel, dans le sens où j'avais travaillé sur la thématique de la médecine de précision pendant 9 ans à peu près. Et soit je continuais dans cette direction et je m'amusais, c'était un domaine qui était absolument passionnant. Soit je continuais dans cette direction, soit j'élargissais. Et j'avais l'impression, et je suis toujours convaincu, que si je voulais continuer à grandir dans notre industrie, dans ce domaine, c'était important pour moi d'élargir mon spectre de compétences. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre AstraZeneca en octobre 2020. Mmh. Et du coup, chez AstraZeneca, je faisais du développement de médicaments, donc pas seulement de l'analyse de données biomarqueurs dans le cadre du développement de médicaments, mais le développement de médicaments au sens plus large, avec notamment de la conception d'essais cliniques, et on reviendra là-dessus aussi. Et chez AstraZeneca, j'ai travaillé à la fois en phase qu'on appelle précoce et en phase tardive, et je vais revenir là-dessus juste après. Et, j'ai à nouveau ajouté une composante internationale à mon profil en rejoignant AstraZeneca parce qu'on était basé en Suède pour cette Mmh. expérience. Et on vient de déménager, on est maintenant basé à Toulouse, puisque je viens de prendre le poste de responsable de la biométrie au sein des laboratoires Pierre Fabre. Et du coup, je dirige un département de 25 personnes qui regroupe la biométrie, qui regroupe pardon, le data management, la programmation et la biostatistique. Et j'expliquerai un petit peu après ce que veulent dire chacun de ces jargons. Ouais, effectivement, parce que dans le métier, il y a tellement de jargon. Ce serait intéressant qu'on aille un peu plus en détail dans chaque thème.
tout cas, je note déjà une très belle expérience, que ce soit sur le plan international et aussi en termes d'évolution hiérarchique. Tu es passé de contributeur individuel et aujourd'hui à manager une équipe, c'est plus de 20 personnes, c'est ça? Exactement. Une vingtaine de personnes, OK. Je serais curieuse de savoir justement comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là. Mais avant d'arriver à cette étape, tu as parlé beaucoup de développement de médicaments, comme je disais tout à l'heure. Quelles sont justement, les phases concrètes, qu'on met souvent en place lorsqu'on souhaite, développer des médicaments dans des laboratoires? Du coup, le développement d'un médicament passe par, 2 grandes étapes. Mmh. On a une première étape qu'on appelle l'étape, préclinique, donc qui correspond à tout ce qui est fait sur les essais sur les animaux, par exemple. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le développement clinique, qui correspond aux essais qui vont être réalisés, sur des hommes et des femmes. Et mon expérience, elle est plutôt sur la deuxième partie, donc plutôt sur la partie développement clinique. Donc OK. le développement des médicaments, sur les hommes et les femmes, et le développement clinique, de manière, classique, il se déroule en 3 phases qui ont toutes lieu les unes après les autres et on les appelle, de manière, simple, phase 1, phase 2 et phase 3. Hem, donc voilà, il y a là-dessus, il y a pas de jargon. Et OK. du coup, si on prend étape par étape, le but de la phase 1, ça va être d'évaluer la tolérabilité du médicament. Et ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette phase, ça va être, les événements indésirables. Est-ce que ce médicament est bien toléré ou est-ce qu'il n'est pas toléré? Et si on cherche à schématiser, une étude de phase 1, peut contenir, quelques dizaines de patients. On va recruter quelques dizaines de patients dans une étude de phase 1. Donc ça, c'est la première chose. La phase 1, c'est la tolérabilité. Est-ce que à quel point les patients vont tolérer le médicament? Dans quel sens? Est-ce que ça va répondre aux besoins, concrètement? Alors, pour l'instant, en phase 1, on n'est pas sur l'efficacité, pour l'instant. On est OK. vraiment sur, est-ce que, ce médicament est toléré? Et j'ai employé le terme patient, mais en réalité, on pourrait parler de volontaires sains. Parce que, Mmh. les phases 1, alors hormis dans certaines pathologies, hormis dans certaines maladies, les études de phase 1 sont réalisées sur des volontaires sains. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas, est-ce qu'il y a une efficacité ou pas? C'est d'abord de voir, est-ce que ce médicament est toléré ou est-ce qu'il ne l'est pas? OK. Donc ça, c'est la phase 1, c'est est-ce que ce médicament est toléré? La phase 2, ensuite, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité du médicament. Donc là, et sur la majorité des essais, hormis dans certaines maladies données, du coup, on va basculer chez des patients. Donc on n'est plus sur des volontaires sains, on va basculer chez des patients. Et ce qui va nous intéresser, c'est effectivement l'efficacité. Est-ce qu'on arrive à voir des signes d'efficacité de ce médicament chez les patients? Et en termes de taille, donc ce que je disais, la phase 1, peut contenir jusqu'à quelques dizaines de patients. La phase 2, schématiquement, on peut dire qu'elle peut contenir de quelques dizaines à quelques centaines de patients. Mmh. C'est ça, phase 2. Phase 2, c'est l'efficacité et la phase 3, c'est à nouveau l'efficacité, mais à plus grande échelle. D'accord. Et donc si on reprend des ordres de grandeur, la phase 3 peut contenir de quelques centaines à quelques milliers de patients. Voilà, OK. donc c'est un peu le déroulement du développement d'un médicament avec, l'aspect préclinique, l'aspect clinique et les phases 1, 2 et 3. OK. Bah, du coup, pour résumer, en fait, il y a, préclinique, à ce niveau, toi, tu n'interviens pas. La phase clinique, 3 phases. Phase 1, on a appelé ça phase de j'ai oublié le terme que tu utilisais, mais en gros, on veut vérifier la tolérabilité, voilà, c'est ça, du médicament et on prend une dizaine, de patients ou bien de volontaires sains, comme tu parlais. Deuxième étape, test efficacité. Cette fois-ci, on va prendre plus de personnes, pour analyser l'efficacité du médicament et troisième phase, c'est encore l'efficacité, c'est ça? Et à plus grande échelle, plus de 1000 ou 100 patients, c'est ça? Exactement, complètement. OK. Et du coup, là, c'est les phases de développement d'un médicament. Toi, en tant que biostatisticien, à la base, même si aujourd'hui tu es manager, comment concrètement, qu'est-ce qu'un ou une biostatisticienne et comment est-ce qu'ils interviennent dans ces différentes phases-là? Alors du coup, un biostatisticien, c'est quelqu'un qui est de formation stat. Alors ça peut être Mmh. quelqu'un de formation stat, quelqu'un de formation maths, qui a choisi de se spécialiser dans ce domaine-là. Une des questions que tu m'avais posées, avant aujourd'hui, c'était,
Est-ce que c'est important d'avoir des connaissances en biologie? Est-ce que c'est important d'avoir un parcours en biologie? Moi, mon parcours, c'est un parcours, exclusivement, maths, stats. Ouais. Donc j'ai pas eu de parcours, biologie. Par contre, ce qui est important effectivement, c'est d'avoir, une appétence pour la biologie, une appétence pour la science, au sens large. Et ça, je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers. Il faut avoir une appétence pour le métier dans lequel on va travailler. Mais je dirais que c'est particulièrement vrai dans la biostatistique. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, un biostatisticien, c'est quelqu'un qui est de formation, maths, stats, et qui a une appétence, pour la biologie et qui va avoir cette envie du coup de se former un peu sur le terrain, sur les thématiques de la biologie pour amener des médicaments aux patients. Et OK. mmh et du coup, ce que tu me demandais aussi, c'est, quel est le rôle du biostatisticien au quotidien? Ouais, c'est ça, surtout dans les 3 phases que tu as décrites. En tant que statisticienne comme toi, parce que j'ai aussi fait l'INSAI, j'imagine qu'à la phase 1, lorsqu'on fait la j'oublie à chaque fois le thème quand je pense à ce thème-là, si ça revient, je dirais, mais on prend 10 volontaires sains pour, analyser les médicaments. Il y a pas assez de données, tu vois? Du coup, je me demande, est-ce que les biostatisticiens interviennent à cette étape? Si oui, comment? Et à l'étape 2, comment est-ce qu'ils interviennent? Alors du coup, les biostatisticiens interviennent sur chacune des phases du développement du médicament. OK, OK, Et en fait, le biostatisticien est un des maillons de la chaîne du développement de médicaments. Donc il y a énormément de maillons et le biostatisticien est un de ces maillons. Et en fait, du coup, on pourrait dire donc le biostatisticien intervient sur chacun des essais cliniques. OK, Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il intervient à 3 moments clés, qui sont complètement indépendants des 3 phases dont je parlais. Mettons qu'on parle d'un essai, d'un médicament qui est en phase 1, par exemple. Un biostatisticien va intervenir à 3 moments clés. Le premier moment clé, c'est qu'il va intervenir au moment de la conception de l'essai clinique. OK, Parce que c'est le biostatisticien qui va déterminer le nombre de patients qui vont être nécessaires dans l'essai clinique pour, par exemple, prouver qu'un médicament est plus efficace qu'un médicament déjà sur le marché. OK. Donc ça, c'est en amont de l'essai clinique. À la conception et du coup, je disais qu'on était un des maillons de la chaîne parce qu'on va travailler en collaboration avec des médecins, avec des biologistes, avec des cliniciens pour mettre en place cet essai clinique. Donc ça, c'est en amont de l'essai clinique à la conception. Ensuite, le deuxième grand moment où on va intervenir, c'est qu'on va accompagner la conduite de l'essai clinique. Dans le sens où si, si on a spécifié en amont qu'on veut faire par exemple, ce qu'on appelle une analyse intermédiaire, au cours de l'essai clinique, du coup le statisticien va accompagner cette analyse intermédiaire et la raison pour laquelle on pourrait vouloir faire une analyse intermédiaire, donc une analyse intermédiaire en fait c'est un joli terme simplement pour dire qu'on va faire une analyse avant la fin de l'essai clinique. Voilà, c'est tout ce qu'on veut dire quand vas-y, vas-y. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette analyse intermédiaire, en fait? Alors du coup, on pourrait avoir envie de faire cette analyse intermédiaire parce que, on pourrait être quand on développe un médicament, on pourrait être, dans 2 cas de figure un peu extrêmes. Soit le médicament marche, très peu et du coup, si le médicament marche très peu, s'il a très peu d'efficacité, du coup, autant arrêter l'essai clinique en amont, parce que ça OK, ne sert à rien de continuer à exposer des patients à un médicament qui ne fonctionne pas. Ou alors, à contrario, si le médicament marche extrêmement bien, alors potentiellement, on pourrait arrêter l'essai clinique un petit peu en amont, parce que nos calculs de taille d'échantillon, elles auraient été basées sur une survie, un gain en survie, par exemple, de 3 mois, mais si on a un gain en survie qui est largement supérieur, potentiellement, on pourrait ne pas avoir besoin de tous les patients OK. dont on estimait avoir besoin initialement. C'est vraiment pour s'assurer de la pertinence, du moins en amont de phase, vérifier qu'on ne du moins, est-ce qu'on va pas «dépenser beaucoup d'argent» entre guillemets pour faire une étude qui ne va au finalement pas peut-être pas aboutir ou avoir des premiers résultats en fait intermédiaires. Et puis c'est aussi, d'un point de vue éthique, Ouais, il y a effectivement des aspects, financiers, il y a des aspects éthiques aussi, dans le sens où, forcément, si on expose des patients à un médicament, qui n'est pas suffisamment efficace, bah, d'un point de vue éthique, c'est pas correct.
Donc autant arrêter, Ouais, plus tôt que prévu. OK, Voilà. tout possible. Ouais, c'est clair. OK, Et bah, et du ç coup et ça du coup, pardon, je te coupe, et ça, vas-y. c'était du coup le 2e gros temps. OK. Le premier temps, c'est en amont, le deuxième temps, Mmh. c'est la conduite de l'essai clinique, l'accompagnement de la conduite, et le dernier temps, c'est l'interprétation, heu, des analyses à la fin de l'essai clinique. Donc à la fin de l'essai clinique, le biostatisticien, va être là et va être responsable de l'interprétation des données et de l'interprétation des analyses de stats. Mmh. Et les analyses de stats, et ça, on y reviendra par la suite, mais les analyses de stats qui sont faites à la fin d'un essai clinique sont des analyses de stats qui auront été préspécifiées. Donc on aura spécifié en amont de l'essai clinique. D'accord, OK. Donc si je résume pour moi, pour ma compréhension, il y a trois gros, étapes où, en tant que statisticienne, je peux intervenir dans des travaux. Déjà, avant la conduite de l'essai clinique, comment est-ce qu'on détermine la taille de l'échantillon? À ce niveau-là, les biostatisticiens ou les statisticiens interviennent. Deuxième étape, au moment de la mise en place de l'essai clinique, on peut faire justement l'analyse intermédiaire pour éviter le biais éthique dont tu parlais ou encore des enjeux financiers. On peut mettre en place des analyses préliminaires et après l'essai, analyser, tester l'efficacité, interpréter les résultats. Vraiment. Exactement. C'est ça, super. OK. Bah, du coup, là, on a parlé beaucoup du rôle du biostatisticien. Moi, il y a une question qui revient souvent, c'est j'ai fait l'NSAI à la fin de la formation. Le directeur avait dit: «Quelle que soit la filière que vous avez fait, vous êtes des data scientists». Moi, j'ai fait gestion des risques. Je me considère comme étant une data scientist spécialisée en gestion des risques, une personne qui a fait biostatistique. Je te donne ma vision. Bon, je vais pas te donner ma vision là-dessus. Bah, je vais te poser une question, la question directement. C'est, selon toi, il y a plusieurs métiers. Commençons d'abord par la différence entre eux. Est-ce que selon toi, il y a une différence entre data scientist et biostatisticien? Alors c'est extrêmement intéressant comme question, et ce qui est marrant, c'est que, bah, ma conviction, c'est que le data scientist est le statisticien d'hier, en fait. OK. Heu, voilà, donc c'est un peu les mêmes termes pour parler de compétences qui se rapprochent énormément. Je mettrais un bémol un petit peu, ça, Mmh. dans le sens où, si tu veux, le métier de biostatisticien, c'est un métier qui a été présent dans l'industrie pharmaceutique depuis, des années et des années. Ouais. Et même depuis des décennies, parce qu'en fait, on ne pouvait pas, monter d'essais cliniques sans avoir, on ne peut pas concevoir un essai clinique sans avoir de biostatisticien. Ouais. Ça n'est pas possible parce qu'il faut faire des calculs de nombre des calculs de sample size, donc des calculs de nombre de patients qu'on va intégrer dans l'essai clinique. Donc ce métier de biostatisticien, il existe et il est présent depuis des décennies dans les laboratoires pharmaceutiques. Et du coup, à mon sens, donc je disais le data scientist d'aujourd'hui est un peu le statisticien d'hier. Je Ouais. mets un bémol un peu à ça dans l'industrie OK. pharmaceutique. Parce que, du coup, dans l'industrie pharmaceutique, on a eu, le biostatisticien, et le biostatisticien, son métier, c'est d'accompagner, les essais cliniques, donc de la conception jusqu'à l'analyse. Et du coup, la spécificité de l'industrie pharmaceutique, c'est que le flux de données a toujours été, très contrôlé, et historiquement, les données qu'on collectait, il y a très longtemps, les données qu'on collectait, en fait, elles étaient collectées sur des cahiers patients, et c'était des données qui étaient collectées à la main. Ah ouais, OK. Voilà, des données collectées à la main, c'était des cahiers patients collectés à la main, et ensuite, dans les laboratoires pharmaceutiques, on saisissait ces données. On avait des opérateurs de saisie qui saisissaient ces données, et du coup, ensuite, on faisait l'analyse. Ah, c'est comme si vous les analysez sur des fichiers Excel entre guillemets. Alors, du coup, l'outil, ça a été SAS. OK. L'outil, depuis toujours, ça a été SAS, mais du coup, il fallait des opérateurs de saisie, qui saisissaient les données qui étaient Manuellement? reçues sur des cahiers patients initialement. OK. Et je pense que c'est important de parler du flux de la donnée, parce que, du coup, l'industrie pharmaceutique, historiquement, a eu ce flux de données qui n'est pas un flux de données, extrêmement important en termes de volume, contrairement à ce qu'on peut voir dans la grande distribution, contrairement à ce qu'on peut voir dans la banque, où dans la banque ou dans la grande distribution, on est sur des volumétries de données Mmh. qui sont extrêmement importantes. Ouais. Quand on parle de la banque et quand on parle de transactions bancaires, c'est des volumes de données et c'est du Mmh. continu.
tu vois? Ouais, chaque seconde. Ouais, c'est vrai. Voilà, alors que dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas le cas. Dans l'industrie pharmaceutique, le patient allait, à l'hôpital dans le cadre de son essai clinique, les données étaient collectées sur le cahier patient, ensuite elles étaient saisies, mais c'était quand même ça restait du flux contrôlé Mmh. et je pense que ça, c'est important parce que du coup, c'est la raison pour laquelle il y a une vraie distinction encore aujourd'hui entre le métier de biostatisticien et le métier de data scientist. Dans le OK. sens où le biostatisticien, c'est cette expertise qui va préparer les essais cliniques, qui va concevoir les essais cliniques, qui va analyser les données des essais cliniques et les analyses sont préspécifiées en fait. Elles sont spécifiées Oui. en amont et d'un autre côté, tu as le data scientist qui va aussi travailler sur des données médicales, mais qui, pour le coup, va travailler sur des analyses qui vont être plus exploratoires. Donc moins plus exploratoires avec des volumétries de données plus importantes. Et par exemple, c'est quelqu'un qui va faire des choses qui sont aussi faites dans d'autres domaines, avec de l'analyse d'images, avec de l'analyse de OK. texte, voilà. Donc, donc tu as vraiment ces 2 métiers, alors qui coexistent aujourd'hui et je dirais que quand on cherche des profils, dans l'industrie pharmaceutique, on va dire, soit on cherche un biostatisticien, soit on cherche un data scientist. Ah d'accord, OK. Ça veut dire que dans l'industrie, en fait, si je suis biostatisticienne, c'est parce que je vais travailler sur la partie essais cliniques, sur les données, qui ne sont pas forcément très volumineuses, avec des méthodologies bien définies, bien précises. Et par contre, si je suis data scientist, là, c'est plus, des analyses un peu poussées, type je sais pas si vous tu m'as d'imaginer imagerie médicale, deep learning et autres? Complètement, avec du deep learning, avec du NLP, voilà. Donc Oh. c'est des choses un petit peu différentes avec, avec des méthodes, de pointe de chaque côté. Mmh. Hem, Avec de l'innovation aussi bien d'un point de vue biostat que d'un point de vue, data science. Donc il y a de l'innovation des 2 côtés, mais c'est des acteurs du développement qui travaillent sur des données un petit peu différentes, et toujours dans le cadre, du développement du médicament. D'accord. Et est-ce que les analyses une question, est-ce que les analyses je vois que les biostatisticiens sont vraiment intégrés dans le processus de développement du médicament. Est-ce que les analyses des data scientists, c'est plus dans le des cadres de recherche ou c'est vraiment c'est Alors effectivement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plutôt intégrés dans les aspects recherche, donc OK. avant le médicament, donc recherche de molécules, par exemple. Mmh. Recherche de molécules, recherche de population de patients. Donc donc c'est vrai que les data scientists vont plutôt être sur cet aspect-là. Maintenant, je pense que l'avenir aussi, c'est ce travail en binôme, en fait, ce travail en binôme, biostatisticien et data scientist, qui chacun avec leur expertise vont pouvoir, accélérer le développement du médicament et chacun apporter quelque chose de bénéfique. Ouais. Et tu penses quoi? Est-ce que tu penses aussi que, puisque de plus en plus, on en reparlera à la fin, mais j'en parle maintenant. On parle beaucoup d'IA générative, on parle beaucoup de big data et autres. Est-ce que tu penses que le biostatisticien, avec ses compétences d'avant, ne devrait pas se renouveler pour, acquérir les nouvelles compétences? Parce que quand je regarde la plupart des écoles de statistique, aujourd'hui, classiques, en fait, on pousse davantage tout ce qui va être machine learning, deep learning, pour justement donner un socle commun de compétences à tout le monde, de telle sorte que sur le marché du travail, même si tu ne les utilises pas au quotidien, tu pourras t'appuyer sur cette technologie-là, en fait. Je suis complètement d'accord. Je pense que si on veut que, les différents acteurs, quantitatifs, les différents métiers quantitatifs, Mmh. collaborent de manière efficace, je pense qu'effectivement, il faut qu'on parle tous un petit peu la même langue Même langage, exactement. et pour tous un peu parler la même langue, il faut qu'on se comprenne et Exact. et pour se comprendre, faut comprendre l'IA générative, faut comprendre, les nouvelles, technos, sur ce domaine, complètement. Ouais, c'est ça. Et quand tu parles de se comprendre, tu m'as parlé tout à l'heure, tu as fait du RGPD et on sait aussi que dans le monde de la data science et autres, il y a plusieurs métiers, en fait. Il y a notamment le métier de data manager, programmeur, on a des appels de biostatisticien et data scientist. Est-ce que tu peux un peu nous parler dans le monde de la biostatistique, c'est quoi le rôle de chaque intervenant? Data manager, programmeur et les autres acteurs qui interviennent? Complètement. Du coup, quand je disais que le biostatisticien est un métier un peu historique, dans Mmh. la santé, en fait, c'est un métier historique, qui a travaillé main dans la main avec des data managers et des programmeurs.
OK. En fait, un biostatisticien sans programmeur et un programmeur sans data manager ne fait rien du tout. Ouais. Et, mais si on rentre un peu dans le vif du sujet, le data manager, c'est la personne qui va être responsable de la collecte des données, d'organiser la collecte des données et de structurer les données. Donc ça, OK. c'est le travail du data manager. Et forcément, quand on a une formation data, à partir du moment où on a dit ça, on a tout de suite compris que sans data manager, on fait rien du tout. Ouais. Est-ce que data manager, c'est pas l'équivalent de data engineer ou pas? Ou bien c'est autre chose, en fait, pour Ah, toi? alors, je connais pas extrêmement bien le métier de data engineer, donc je Ouais. ne saurais pas s'ils ont exactement les mêmes compétences. Le métier de data manager, alors le data manager va pas, si, je me corrige, le data manager, une partie de son métier, c'est de construire la base de données. OK, ça, oui. Le data engineer, ça fait aussi partie de ça. Je Mmh. pense qu'effectivement, c'est des compétences qui se recoupent. Le data manager a aussi une connaissance terrain et une connaissance métier extrêmement importante. Parce que tout à l'heure, je parlais des cahiers de saisie sur lesquels on reportait les données historiquement. Mmh mh. Aujourd'hui, on n'a plus de cahiers de saisie des données papier, mais on a encore des cahiers de saisie électroniques. Ouais. Voilà, donc ça nécessite de connaître le terrain. Donc ça, c'est le data manager. Le data manager, il est responsable de la collecte des données et de l'organisation de ces données. Ensuite, il y a le programmeur. Et le programmeur va programmer les analyses de statistiques qui ont été spécifiées en amont par le statisticien. OK. Et la dernière personne là-dedans, c'est du coup le biostatisticien. Et le biostatisticien va venir interpréter les résultats qui ont été programmés par le programmeur. Donc le OK. programmeur au quotidien, c'est quelqu'un qui va faire du SAS. Euh, OK. le data manager, c'est quelqu'un qui au quotidien va utiliser plein d'outils différents. Et le biostatisticien, il va être un peu compétent sur différentes choses, dans le sens où, au moment de la conception de l'essai clinique, potentiellement, il va faire des simulations en utilisant SAS, en utilisant R. Et à la fin de l'essai clinique, potentiellement, il va faire du SAS. Voilà, donc ça va être différentes compétences qui interviennent à différents moments. OK, super. En tout cas, c'était une belle, mise en avant de l'ensemble des métiers. Maintenant, je veux qu'on passe à la deuxième partie de cet entretien. On va justement parler du rôle et de l'impact des professionnels du secteur de biostatistique. Déjà, toi, j'ai vu que tu as fait beaucoup d'entreprises, notamment AstraZeneca. Quand on parle beaucoup de Covid, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu peux parler, par exemple, d'un des projets qui était le plus gratifiant pour toi, sur lesquels tu as travaillé et pourquoi d'ailleurs? C'est le cas. Voilà. Alors, du coup, en fait, c'est pas facile de choisir un projet qui est le plus gratifiant. OK. Dans dans le sens où, en fait, mon quotidien et notre quotidien dans l'industrie pharmaceutique, c'est d'amener des médicaments aux patients. Mmh. Et c'est d'amener des médicaments aux patients en utilisant alors ce qu'on pourrait appeler les sciences quantitatives, donc le data management, la programmation, la biostat. Donc c'est notre quotidien. Et je trouve qu'en fait, tous les projets sont gratifiants et intéressants dans le sens où, voilà, au quotidien, c'est notre job. Notre job au quotidien, c'est d'amener des médicaments aux patients. Alors bien sûr, quand on est de formation data, si on arrive à mettre en place, une méthodostat, qui soit innovante, Ouais. c'est d'autant plus gratifiant et c'est d'autant plus passionnant. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément un projet qui se détache, parce que voilà, mon quotidien, c'est d'amener des médicaments aux patients. OK. Bah, il y a pas de projet qui se détache et tout à l'heure, tu as parlé de passion et moi, c'est aussi ce que j'ai observé, beaucoup de personnes qui décident d'être biostatisticiens, c'est parce qu'ils aimaient la santé ou bien peut-être il y a un rêve d'enfant, de devenir médecin, mais finalement on devient bon, pas forcément finalement, mais il y a ce côté, cette relation avec la santé, qui se décrit toujours et est-ce que réellement, dans la vraie vie, les biostatisticiens ont de l'impact sur la création des médicaments? Est-ce qu'il y a un vrai impact? C'est une excellente question. Alors, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est un maillon d'une chaîne
très Oui. importante et dans cette chaîne, alors effectivement, le développement du médicament, c'est un développement au long cours, c'est quelque chose qui dure, longtemps et on est un maillon d'une chaîne et je disais que le but, c'est d'amener des médicaments aux patients. Donc on peut se dire qu'effectivement, on a un impact sur la santé des patients. Ce ce que je trouve intéressant, là-dedans, c'est aussi l'aspect éthique qu'on peut OK. avoir en tant que biostat. Dans le sens où, au tout début, quand on développe un médicament, quand on développe une molécule, on ne sait pas forcément si cette molécule va être efficace ou pas. OK. Et c'est pour ça qu'on passe par toutes ces phases. C'est pour ça qu'on passe par les phases précliniques, et ensuite les phases cliniques, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et en phase 2, ce que je disais, c'est que du coup, ça se fait de manière séquentielle. Donc, si un médicament n'est pas toléré en phase 1, sur des volontaires sains, potentiellement, on va arrêter le médicament ici. OK. Le médicament va s'arrêter là. Si le médicament passe en phase 2, mais qu'en phase 2, on se rend compte qu'il n'y a aucun signe d'efficacité, on va pas aller plus loin, tu vois. OK. Ouais. Et, et du coup, on ne sait pas si le médicament, au début, quand on développe, on ne sait pas si le médicament va fonctionner. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que d'un point de vue stat, c'est que on se doit d'appliquer un principe de frugalité en quelque sorte et de se dire, essayons d'exposer le moins de patients possible, étant donné qu'on ne sait pas forcément si le médicament marche, essayons d'exposer le moins de patients possible. Et c'est là-dessus que le métier de stat, de biostat peut avoir un impact sur les patients. OK. Parce que si on arrive à mettre en place une méthodostat innovante qui nous permet de réduire le nombre de patients exposés de 15, 20, 30%, bah, du coup, là, on a un réel impact. OK, oui, je vois. On a un réel impact tout le long, mais là, du coup, ça devient C'est plus directement. visible, en fait, c'est ça. Et là, je suis curieuse de savoir combien de temps dure à peu près chaque phase? La phase 1, la phase 2, ça dure à peu pour vraiment sortir un médicament finalement sur le marché, combien de temps ça peut durer en général? Alors, en général, ce qu'on dit, c'est qu'entre le dépôt de brevet, Oui. donc le dépôt de brevet, c'est à partir du moment où on considère qu'on a une molécule ou un composé, qui nous semble brevetable. Entre le dépôt de brevet et l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, donc ça inclut la préclinique et la clinique, on considère qu'il faut à peu près, 12 à 15 ans. OK. 12 ans? Waouh! Voilà, entre 12 et 15 ans. Oui. Et les brevets, la durée de vie des brevets, c'est 25 ans. OK. Et c'est un peu le défi de l'industrie pharmaceutique dans le sens où forcément quand ça nous prend, 15 ans, 12 à 15 ans pour développer un médicament et du coup c'est de l'argent qui est investi en recherche et développement. Mmh. Que le brevet ne dure que 25 ans, bah, ça veut dire que, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, sur une période de 10 ans, sachant qu'il y a eu un investissement pendant 15 ans. OK. Et là, du coup, pendant le corona, on a vu quand même des vaccins. Est-ce que le développement de vaccins est différent du développement d'un médicament? Est-ce que la durée, de développement est moins longue? Parce que pendant le corona, à moins d'un an, on a eu des vaccins. Est-ce que c'est possible d'accélérer autant? Alors du coup, le challenge du développement des vaccins, c'était, mais on le sait tous, c'était d'amener des vaccins sur le marché, le plus rapidement Le plus long possible, possible. OK. pour répondre à cette crise, mondiale. Je pense que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il fallait amener ces vaccins tout en suivant les requis réglementaires. OK. Donc les requis réglementaires, ça reste phase 1, phase 2, phase 3. Les requis réglementaires, ça reste en amont d'un essai clinique, on doit, soumettre ce qu'on appelle le protocole d'essai clinique aux autorités réglementaires. L'ensemble des analyses de stats, c'est la même chose. L'ensemble des analyses de stats, on doit les préspécifier en amont et on doit dire très clairement: «OK, je vais faire une analyse de survie, je vais utiliser un modèle de Cox» et cetera et cetera. Donc Mmh. ça, on doit le préspécifier. Et et du coup, je fais cette parenthèse parce qu'on a tous ces prérequis réglementaires et ces prérequis, ces requis réglementaires, quel que soit le médicament, que ce soit du vaccin ou pas, on doit les suivre. D'accord, OK. On Ça veut dire que spécialement pour le vaccin, ça a dû être accéléré vu l'urgence,
sanitaire dans lequel on était? OK. Alors du coup, là où le développement de vaccins a été intéressant, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les laboratoires ont parallélisé des tâches qu'ils auraient potentiellement faites de manière séquentielle si on n'avait pas été dans un contexte de crise sanitaire. OK. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, de manière classique, quand on développe un médicament, on va développer le médicament, on va obtenir l'autorisation de mise sur le marché et potentiellement la production à très grande échelle, on va attendre d'avoir le feu vert de l'autorisation de mise sur le marché. Et ce qui s'est passé dans le cadre du vaccin, c'est que cette production à très grande échelle, en fait, elle a été initiée en parallèle des essais cliniques. OK. Et la conséquence de ça, le bénéfice de ça, c'était que, si on prend l'exemple d'AstraZeneca, le jour, parce que je travaillais pour AstraZeneca jusqu'à il y a quelques mois, et du coup j'ai pu vivre ça de l'intérieur, le bénéfice de paralléliser ces différentes tâches, c'est que à partir du moment où AstraZeneca a eu son autorisation de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid, à partir de ce moment-là, en fait, il y avait déjà des doses de vaccins qui étaient prêtes à être envoyées dans le monde entier. Des milliers de doses qui étaient prêtes à être envoyées dans le monde entier. OK, OK. Voilà. Là, c'est la force de la parallélisation, en fait, finalement. Exactement. OK, super. OK et du coup, je suppose que la santé, c'est quand même un domaine qui est assez précieux dans la mesure où on parle de vie humaine quand même. Je suppose que moi, je suis du secteur bancaire et c'est un secteur, comme ça touche l'économie dans l'ensemble, c'est un secteur qui est très réglementé. On a la BCE, on a l'AMF, il y a beaucoup de régulations autour du monde bancaire. Et je suppose que dans la santé, il doit aussi y avoir de la régulation. Tu me diras si c'est le cas. Et si c'est le cas, quels sont les enjeux réglementaires que les laboratoires pharmaceutiques doivent respecter et quelles sont les relations que les praticiens ou les biostatisticiens entretiennent avec ces, heu, comment on appelle ça? Ces organismes en général. Alors, effectivement, je trouve que c'est intéressant le parallèle entre le secteur bancaire et le secteur de l'industrie pharmaceutique, parce qu'effectivement, alors si on fait le parallèle avec l'NSAI et les profils qui sortent de l'NSAI, en fait, ces deux secteurs, c'est un petit peu les deux secteurs avec des dimensions réglementaires très fortes, Mmh. avec bien évidemment des spécificités. Et, et effectivement, il y a un cadre réglementaire qui est très fort, et c'est un petit peu des choses que j'ai évoquées juste avant, dans le sens où quand un laboratoire pharmaceutique souhaite initier un essai clinique qui va évaluer un médicament, du coup, il doit déclarer cet essai clinique auprès des agences réglementaires, il doit déclarer cet essai clinique auprès des comités d'éthique. Voilà, donc on doit déclarer tout ça et on doit soumettre ce qu'on appelle le protocole d'essai clinique. Et en fait, ce qu'on veut dire par là, un protocole d'essai clinique va indiquer, voilà, on développe un médicament dans le cadre du cancer du sein. Ce médicament, les patients vont le recevoir pendant voilà, 26 semaines, par exemple. Ces personnes vont venir toutes les semaines à l'hôpital. On va collecter telle donnée, etc., etc. Donc ça, c'est une chose qu'on doit soumettre aux autorités de santé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc ça doit être validé par les autorités de santé, ça doit être validé par les comités d'éthique. Et dès qu'on a leur aval, on peut commencer à recruter des patients dans les essais cliniques. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qui nous touche directement, c'est ce qu'on appelle le plan d'analyse statistique. Et donc, dans le plan d'analyse statistique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire très précisément toutes les analyses de statistiques qu'on va réaliser à partir des données qu'on collecte dans le cadre de l'essai clinique. Donc, si on revient à l'exemple que je donnais, par exemple un médicament dans le cadre du cancer du sein, ce qui nous intéresse, l'objectif, ça pourrait être d'améliorer la survie des patients et des patientes. Et du coup, les analyses de statistiques, ça pourrait être par exemple des analyses qu'on appelle de survie, donc avec des modèles de Cox. Donc, dans le plan d'analyse de statistiques, on va faire par exemple des modèles de Cox. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'on fournit aux autorités de santé. Et donc, on préspécifie toutes les analyses qu'on va réaliser. Et donc, ça, c'est avant. Donc, c'est avant ou c'est au tout début de l'essai clinique. Et à la fin de l'essai clinique, du coup,
on réalise les analyses statistiques qu'on a préspécifiées, donc toutes les analyses qu'on a préspécifiées, et ensuite on rédige ce qu'on appelle un rapport d'essai clinique. Et donc dans ce rapport d'essai clinique, on reprend ce qu'on a indiqué dans le protocole d'essai clinique, donc c'est toujours le même médicament, toujours dans le cancer du sein. Et là, on dit, voilà, on a fait un modèle de Cox. Est-ce que la p-value de l'effet traitement est significative ou pas? Quel est l'effet du traitement, etc., etc. Donc, effectivement, c'est un cadre extrêmement réglementé. Et c'est pour ça que quand je parlais du vaccin, en fait, dans le cadre du développement du vaccin, on a fait exactement les mêmes choses. Voilà. En parallélisant notamment les aspects production du vaccin. Mais sinon, toutes les étapes réglementaires étaient exactement les mêmes. Du coup, là, je vois qu'il y a le côté réglementaire comme en banque. Par exemple, nous, lorsqu'on fait des modèles, avant que la BCE ne vienne les valider, il y a une équipe d'audit interne qui doit s'assurer que les travaux que nous, on a réalisés sont conformes à la réglementation et ça respecte bien les critères statistiques. Est-ce que vous, côté Biostat, il y a aussi ce contrôle en interne avant de présenter les protocoles aux différentes régulateurs? Alors effectivement, avant de présenter un protocole et de le rendre disponible aux autorités de santé et aux comités d'éthique, effectivement, il y a un cycle de relecture en interne Mm. avec plein de métiers en fait, qui relisent le Ah, protocole. ok. Et en fait, tout à l'heure, je disais qu'on est un maillon d'une chaîne beaucoup plus longue. Donc effectivement, il y a un cycle de relecture en interne. Ce dont tu parles, ça me fait penser à autre chose aussi. Quand on parle des analyses statistiques qui sont réalisées à la fin de l'essai clinique, donc c'est le programmeur qui va programmer ces analyses statistiques. Et en fait, dans l'industrie pharmaceutique, il y a un principe de double programmation. Ok. Donc toutes les analyses vont être double programmées. Ok. On va avoir ce qu'on appelle un programmeur principal et ou main programmeur et un programmeur qu'on va appeler programmeur QC qui va être en charge du contrôle qualité. Et donc l'objectif, c'est de s'assurer que ces deux programmations sont alignées d'un point de vue résultat obtenu. Ok. Ah bah, en fait, ça se rapproche. En fait, il y a vraiment une phase de vérification très précise. D'accord. Donc là, je te propose qu'on parle un peu plus des, même si tu allais aborder des techniques, je ne sais même pas si on aura le temps de couvrir toutes les questions. Quand on parle des techniques et méthodologies que vous employez, tu as parlé notamment des méthodes modèles de Cox, des modèles de durée, et notamment. Donc, du coup, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur les techniques statistiques? Si une personne souhaite travailler dans ce domaine-là, quels sont les outils statistiques que vous utilisez et qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Complètement. Alors, du coup, déjà, je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que on pourrait se demander, OK, est-ce que les outils sont différents en phase 2 ou en phase 3, par exemple? Ouais, Et ce qui est important, c'est de bien garder à l'esprit qu'en fait, on cherche à répondre à une question scientifique. Et la question scientifique à laquelle on cherche à répondre, que ça soit en phase 2 ou en phase 3, par exemple, si on cherche à évaluer l'efficacité d'un médicament, donc ce que je disais, c'est que la phase 3, c'est une phase 2 surboostée, si je peux me permettre. C'est une phase 2 à grande échelle. En fait, la question scientifique reste la même. mmh, Parce que la question scientifique, ça reste est-ce que ce médicament est efficace ou pas? d'accord. Et du coup, les méthodes stats, en fait, sont souvent les mêmes, qu'on soit en phase 2 ou en phase 3. Si la question scientifique est la même, si la La question méthode. scientifique, c'est quelle est l'efficacité dans le cadre du cancer du sein? Est-ce qu'on a une amélioration de la survie? Du coup, effectivement, comme tu disais, on va utiliser des modèles de durée, on va utiliser des modèles de Cox, on va faire du log-rank, on va faire des courbes de Kaplan-Meier. Voilà, on va utiliser toute cette boîte à outils modèle de durée. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, cette notion d'évaluation de l'efficacité, elle pourra être abordée de manière différente d'une maladie à une autre. OK. Parce que dans le cadre du cancer du sein, potentiellement, ce qui pourra nous intéresser, c'est le temps de survie, parce que c'est ce qui nous intéresse. Quelle est l'amélioration de la survie des patients et des patientes? Mais par contre, dans une autre maladie, on pourrait se dire, en fait, l'évaluation de l'efficacité du traitement, on va plutôt dire
est-ce que le patient est répondeur ou est-ce qu'il n'est pas répondeur? OK. Tu vois? Et du coup, la boîte à outils stats devient différente parce qu'on va plus utiliser des modèles de durée. Potentiellement, on va utiliser des régressions logistiques. Si on est dans une réponse oui/non, si on est dans Mmh. une réponse plutôt continue, on pourrait vouloir faire des régressions linéaires ou, voilà, ou des modèles de mesures répétées. Voilà, donc les méthodes stats, sont un peu différentes, mais elles ne sont pas dépendantes forcément de la phase de l'essai. Ça dépend c'est comment? Beh, ça dépend en fait déjà de la question de recherche comme tu l'as dit, mais aussi ça peut être adapté en fonction du type de maladie et du type d'éléments qu'on mesure pour, qualifier, que le médicament est efficace ou pas, notamment, l'efficacité. Ah super! Du coup, le point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est la partie recrutement des patients que vous allez utiliser justement dans les essais cliniques et quelles sont les pratiques les plus courantes au moment de cette récolte-là? Alors du coup, bien évidemment, quand on monte un essai clinique et quand on développe, des médicaments, il va de pair qu'on doit recruter des patients, pour intégrer, ces essais cliniques et autant que possible, il faut que les patients qui intègrent les essais cliniques soient représentatifs des patients que l'on traitera une fois que le médicament sera sur le marché. Ouais, OK. Donc ça, c'est important, d'avoir Mmh. cette représentativité. Il y a un autre aspect qui est important et ça fait écho au point d'attention, c'est le fait que quand on monte un essai clinique, quand on conçoit un essai clinique, il faut qu'on réfléchisse à, ce qu'on appelle les facteurs confondants. Ouais. Et si on prend un exemple, si on imagine, voilà, prenons encore, l'exemple du cancer du sein. Si on imagine que donc on développe un médicament dans le cadre du cancer du sein et si on imagine qu'une mutation génétique peut avoir le fait de présenter une mutation génétique ou de ne pas la présenter, peut avoir un impact sur la réponse au traitement. Faisons cette hypothèse. Potentiellement, si on ne contrôle pas ce facteur confondant, en fait, on va avoir un biais et on va avoir de très grandes difficultés à évaluer l'efficacité du traitement si on ne prend pas en compte ce facteur confondant. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que donc on conçoit cet essai clinique, on a 2 bras de traitement. On a un bras avec des patients qui sont traités, un bras avec les patients qui ne reçoivent pas le médicament en développement, mais qui reçoivent un placebo potentiellement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stratifier. On va stratifier et du coup, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, la proportion de patients qui présentent cette mutation génétique dans le bras traité sera identique à la proportion des patients qui présentent la mutation génétique dans le bras placebo. Et du OK. coup, en fait, on corrige ce facteur confondant et on va vraiment être en capacité d'analyser les données et vraiment être en capacité d'évaluer l'efficacité du traitement. Ouais. Donc en fait, c'est surtout la notion de représentativité en fait qu'il faut, garder à l'esprit. Donc en fait, les patients qu'on va, utiliser pour, faire les essais cliniques doivent être représentatifs, doivent ressembler à ceux aux patients sur lesquels on va tester la molécule ou le médicament, en évitant bien sûr tous les facteurs confondants que tu as mentionnés, tout à l'heure. C'est ça? Exactement. Donc je te propose qu'on parle de cette fois-ci des évolutions. On a parlé en long en large du métier de biostatisticien lui-même, des essais cliniques. Tu sais, le monde aujourd'hui, il y a ChatGPT. Est-ce que vous, dans votre domaine, vous utilisez le ChatGPT, Gemini, Bard et autres? Alors ce qui est marrant, c'est que bah et on en parlait avec un collègue, il y a quelques jours. Ouais, Ce qui est marrant, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, le métier de biostat est pas extrêmement impacté par, ChatGPT. OK. Hem et l'utilisation est encore, limitée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, dans mon quotidien, la manière dont je l'utilise, c'est par exemple, quand je rédige un abstract pour une conférence, je vais d'abord le rédiger moi-même, donc c'est Mmh. l'humain qui le rédige et après Ouais. après je fais une passe, sur ChatGPT et je demande à ChatGPT voilà, de l'améliorer. Mmh. Que ça soit pour ça ou pour l'organisation d'une table ronde ou pour l'organisation de discussions comme la discussion que je peux avoir, avec d'autres personnes.
Mais je pense que le potentiel de l'IA générative est extrêmement important pour la biostatistique. Ouais. Parce que si on prend différents exemples de différents moments où on est impliqué, ChatGPT pourrait par exemple être d'une très grande aide pour améliorer un code R. Ouais, ça c'est Voilà, clair. pour Ouais, améliorer un code R qui n'est pas forcément optimal, voilà, ça peut être d'une grande aide. On pourrait même pousser un peu plus loin, on pourrait même dire ChatGPT pourrait écrire le code R dès le début. ouais, On pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer qu'une IA générative pourrait écrire un plan d'analyse statistique, ou au moins le brouillon, au moins le la bouillon, oui, première version, c'est ça. ou alors un protocole d'essai clinique, ou un rapport d'essai clinique. Donc je pense qu'il y a un très gros potentiel. Aujourd'hui, ça fait pas partie de notre quotidien, je dirais. On s'en sert, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise de manière extensive. Mmh, OK. Bah, tu sais, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, dès que ChatGPT est sorti, on a vu beaucoup de boîtes, qui se faisaient tout pour, introduire l'IA générative et dans les entreprises, on faisait tout pour introduire des use cases, pour pouvoir être à la mode, on va dire comme ça. Donc vous n'avez pas eu cet effet de boule? Alors, on a quand même cet effet dans le sens où ça, c'est le métier de biostatisticien. Je dirais que Ouais, le métier de data scientist est complètement dans l'IA générative, a OK, ils complètement sont à été fond. oui, complètement. Et je dirais que le data scientist utilise l'IA depuis un moment avec du NLP, avec de l'image, avec plein de choses. Ouais. Donc oui, clairement, clairement, il y a une influence de l'IA, une influence de l'IA générative, oui. Ouais, OK. Bon, OK. Bon, c'est à peu près comme ça, même dans mon secteur d'activité. Moi, par exemple, moi, je l'utilise au quotidien pour, comme tu as dit, le code, vérifier. Je l'appelle cracheur de code, du moins. Si vérifier rapidement qu'un code, avoir un code rapide, modifier le code, améliorer le code, ça, je l'utilise au quotidien. Mais comme tu as dit, ça reste un brouillon, en fait. Il faut pas prendre ça comme une vérité absolue, hein, en fait. Complètement. Donc, Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de bien avoir l'esprit que c'est pas une vérité absolue mmh et que notre métier, notre expertise, et c'est sûrement un peu l'évolution de notre métier. Si on se sert de plus en plus de ChatGPT comme un outil quotidien, un outil du quotidien, je pense que effectivement, il faut qu'on ait à l'esprit que c'est pas la vérité absolue. Il faut qu'on soit en capacité de le challenger. exact. Et du coup, faut qu'on maîtrise, faut qu'on continue à maîtriser les outils stats, les outils maths, et les langages de programmation. Mmh. Et en parlant de langage de programmation, je sais que toi, tu interviens énormément dans tout ce qui va être R. J'ai vu tes interviews avec notamment R, Ladies ou bien la communauté R de façon globale. Heu, Quels sont les outils, si je veux m'intéresser au domaine de la biostatistique, quels sont les outils que vous utilisez au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser en fait? Alors du coup, si on parle d'outils, informatiques, outils de programmation ou outils informatiques, je dirais que alors historiquement, l'outil qui a été utilisé, c'est SAS, c'est encore une fois en parallèle avec le domaine bancaire parce que ça, c'est aussi, beaucoup utilisé dans le Ouais, domaine bancaire. Mais aujourd'hui, il y a une vraie évolution avec OK. une vraie évolution du paradigme dans le sens où de plus en plus d'entreprises vont vers, ce qu'on pourrait appeler une une stratégie, multilangage Mmh. avec du SAS, qui est encore beaucoup utilisé et qui va certainement être encore beaucoup utilisé dans les années qui viennent, avec du SAS et donc un langage propriétaire et avec, de l'open source, Ouais, donc du R. Hem, OK. Aujourd'hui en biostat, c'est du SAS et dur. Super. Donc si vous voulez aller en biostat, pensez à monter en compétences en R et SAS. Et Python, vous n'êtes pas encore au niveau de Python? Alors du coup dans le métier de biostat pur, non. Heu, Non. En fait, il y a une explication à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la biostat, quand, un chercheur fait une publication, d'une nouvelle méthode, en fait, cette publication, elle va souvent être associée d'un package R. Ouais. Donc si on veut rester à la pointe et si on veut pouvoir utiliser ces packages, bah, du coup, c'est du R plutôt que du Python ou du GR. Après les choses vont sûrement évoluer, mais aujourd'hui, c'est du R. Ah OK, OK. C'est vrai que R a souvent cette tendance à être qualifié de «langage des chercheurs» entre guillemets.
Donc du coup, comme la biostat, il y a beaucoup de travaux de recherche, il y a une grosse influence des R. Ouais. OK, merci beaucoup, Guillaume, c'est super intéressant. Je sens qu'il y a énormément de questions. Je pense qu'on va pas faire le tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une partie 2 parce qu'il a beaucoup de choses à nous partager. Je te propose qu'on va aller à la fin de l'entretien parce que c'est super intéressant. Heu, Quels sont du coup les conseils que tu donnerais à des personnes qui souhaitent, faire la même carrière que toi? Et aussi, une autre question, bon je vais te poser la question plus tard, mais quels sont les conseils que tu donnes à une personne qui souhaite devenir biostatisticien? Je dirais que en tant que conseil, si vous êtes intéressé par les maths et que vous avez une appétence, pour la santé, pour la science, voilà, pour le développement de médicaments, je dirais, foncez. Ouais. Hem, parce que moi je trouve que alors je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que c'est un domaine qui est absolument passionnant. Mmh. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'il est à la frontière de plein de domaines. Parce qu'il est à la frontière, des maths, de la biologie, de la médecine. Hem, alors ce qui est important, c'est effectivement d'être curieux, d'être curieux scientifiquement et et ça rejoint un peu ce dont on discutera juste après, dans le sens où, plus vous serez curieux, plus vous arriverez à sortir de votre corps de métier et plus vous aurez une influence au-delà de votre métier et au-delà de votre formation d'origine. Mmh. Hem et vous aurez un impact, dans votre métier et vous aurez un impact, au-delà. Et donc garder la curiosité et continuer à apprendre, en fait. Et dans la même occasion, je sais que toi, tu es passé de contributeur individuel à manager, puis devant équipe. Quel conseil tu donnes à une personne qui veut avoir le même parcours que toi et devenir manager de plusieurs équipes? Moi, ce que je dirais, c'est, essayez alors, imaginons que vous occupez un poste, dans une entreprise donnée, vous avez été recruté, suivant un besoin, suivant une fiche de poste. Ça, c'est ce qu'on attend de vous. Ce qu'on Mmh. attend de vous, le jour où vous intégrez l'entreprise, on attend de vous, alors pas forcément dans le premier mois, mais au fur et à mesure, quand vous allez monter en compétences, on va attendre de vous que vous cochiez les cases et que vous remplissiez, cette fiche de poste. C'est la raison pour laquelle vous avez été embauché. OK. Moi, ce qui me semble aussi important, c'est de chercher les poches qui requièrent de l'innovation, les endroits de l'entreprise qui requièrent de l'innovation, OK. dans votre corps de métier. OK. Donc de vous dire: «OK, bah, voilà, l'écosystème aujourd'hui, d'une entreprise X, Y ou Z, je travaille dans cette entreprise, je suis employé en tant que biostatisticien et j'ai l'impression qu'il y a un manque, à cet endroit-là». Hem et soyez un acteur du changement, soyez un acteur de l'innovation, essayez. Essayez, soyez un acteur de l'innovation, soyez un acteur du changement et pour vous donner un exemple, et ça fait écho à la communauté R dont tu parlais, Natacha, il y a je travaillais pour AstraZeneca jusqu'à février de cette année. Il y a quelques années, avec, quelques amis chez AstraZeneca, heu, on discutait, au cours d'une réunion et on se disait: «Mais il doit y avoir des utilisateurs de R chez AstraZeneca, c'est obligé». Mmh. Mais il y avait pas de communauté R. Il y avait pas de communauté d'utilisateurs. Et du coup, en fait, il y avait 3 questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. La première question, c'était, qui sont ces utilisateurs de VR? La deuxième, c'était où ils se trouvent dans l'organisation et la troisième, c'est comment est-ce qu'ils utilisent R? Et du coup, on s'est dit: «Bah, on pourrait monter une communauté R. On pourrait monter ça». C'était pas sur notre fiche de poste. OK. C'était pas sur notre fiche de poste, c'était, alors bien évidemment, c'est en plus de notre fiche de poste, donc il faut cocher les cases, il faut répondre présent sur la fiche de poste, mais il faut aussi chercher l'innovation. Hem, il faut essayer d'être un acteur engagé, de l'innovation, pour essayer de faire avancer l'entreprise, de faire avancer, le collectif et je pense que ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que vous allez monter une équipe. Alors les personnes n'auront pas forcément de lien hiérarchique avec vous, mais vous allez monter une équipe Mmh. et soyons clairs, si les personnes n'ont pas envie de vous suivre, ils ne vous suivront pas. Ça, c'est sûr. Exact. Et du coup, ce qui est intéressant quand on décide d'être un acteur, de l'innovation et
de mener l'innovation, d'être porteur de l'innovation, en fait, on développe aussi d'autres compétences qui vont être nécessaires en tant que manager d'équipe. Et donc, ça va être des compétences de leadership, ça va être des compétences de communication, ça va être des développements de réseau. Voilà. Donc, c'est plein de compétences qui seront nécessaires pour vous en tant que manager. Et en fait, vous pouvez les développer bien avant même d'être manager. OK. Ça, c'est intéressant, en fait, on ne va pas attendre d'être manager pour développer son leadership, mais c'est en amont, on remplit sa fiche de poste et surtout on pense à l'innovation et on se demande comment est-ce qu'on peut être acteur ou actrice du changement, en fait. C'est ça. Exactement. Super. Une dernière question pour la route, Guillaume. Quelle est ta citation favorite? Alors, j'ai un peu réfléchi et franchement, c'était dur d'en choisir une seule. OK. Mais si je devais en choisir une seule, et et il y a beaucoup de personnes qui m'ont entendu le dire, c'est qu'à mon sens, il y a une seule Mmh. chose qui compte, c'est de s'amuser. Waouh! Et je pense que et moi, quand je parle de mon métier, j'adore mon job, je m'amuse au quotidien et je pense qu'il faut bien garder à l'esprit qu'on a la chance d'être sur un marché qui est extrêmement porteur. Aujourd'hui, le marché de Mmh mh. l'emploi, en data science, en stats, en biostat, il est extrêmement porteur. Moi, ce qui me passionne au quotidien, c'est d'amener des médicaments aux patients. Et ce qui est chouette dans la biostat, c'est que bah, on travaille un peu en quelque sorte à améliorer le monde en apportant ces médicaments aux patients. Et donc ça, c'est propre à la biostat, c'est propre à l'industrie pharmaceutique. Mais ce que je trouve aussi et qui s'applique à toutes les industries, c'est qu'on a l'opportunité d'être porteur de l'innovation. Maintenant, ça dépend de vous si vous décidez de saisir cette opportunité ou pas. Génial. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Amusez-vous, soyez curieux, soyez porteur de l'innovation. C'est ce que moi je retiens de cet entretien. On aurait pu faire une partie 2. On peut faire une partie 2. Je suis curieux de savoir si vous souhaitez, on peut approfondir plusieurs autres aspects qu'on n'a pas eu à réaliser durant cet échange, Guillaume. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de faire une partie 2 avec Guillaume. Moi, j'ai beaucoup aimé cet entretien. Merci Guillaume pour d'avoir accepté mon invitation et on se dit à très bientôt peut-être. Merci Natacha, c'était un plaisir et puis à bientôt. Salut.